Sylvie Popo, bonjour. Salut. Très heureux de t'avoir avec nous. On est en direct sur la chaîne live de Sioux. Comme on se l'était dit il y a quelques minutes en arrière, tu sais ce qu'on fait chez Sioux. On adore mettre en avant les thérapeutes, toutes ces médecines douces qui sont peu ou pas connues aujourd'hui. Enfin. Enfin, après avoir fait une hypnothérapeute, après avoir fait un sexothérapeute, on s'est dit ce soir, on rentre encore dans les backstage, on va découvrir une profession que personnellement, je ne connais pas, la naturopathie, je ne sais pas comment on dit. Naturopathie. Naturopathie, ok. Ouais. Et on va parler d'un sujet, alors pour le coup, je sais que c'est très à la mode en ce moment, on va parler de drainage lymphatique. Moi, je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Est-ce que ça concerne uniquement que les femmes? Est-ce que ça va concerner les hommes aussi, les sportifs? Bref, j'ai envie de tout savoir ce soir, Sylvie, sur toi. Et pour commencer, ce que je te propose, c'est directement de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton parcours de formation? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Sylvie, du coup, et je viens de Seine-et-Marne. Je travaille dans le secteur de Seine-et-Marne. J'ai fait 3 ans d'études en naturopathie. Après, je me suis spécialisée dans le fameux drainage lymphatique. Donc, j'ai 3 formations différentes. J'ai le traditionnel, le Renata Franca, le fameux à la mode, et le post-opératoire pour la sortie de chirurgie. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc là, déjà, tu m'as perdu. Tu vois, déjà 3 types de drainage. Moi, j'en connaissais un, le roulé palpé, là, avec… Non, avec le rouleau à pâtisserie, là. Non, ça, c'est autre chose. Ah, je t'imagine très bien te faire un drainage avec ton rouleau à pâtisserie, tiens. Mais moi, je pensais que c'était ça, en fait, le drainage lymphatique. Non. Okay. Bon, tu nous expliqueras un peu plus en détail dans ce cas-là, Sylvie. Ok. Revenons, la naturopathie. Donc, on dit naturopathie, donc non pas naturopathie. Naturopathie, ok. D'où ça vient? Quelles sont ses origines? Est-ce que c'est on entend beaucoup parler de ça, c'est un phénomène de société aujourd'hui. C'est vrai que les gens ont besoin, on est passé par le Covid, les gens ont besoin de se recentrer aussi sur leurs propres énergies. Est-ce que tu peux nous faire une sorte d'historique, d'où ça vient? Quels sont justement ces courants de pensée? Comment c'est arrivé en France? Quand est-ce que c'est arrivé en France? Et comment on peut l'expliquer simplement à toutes celles et ceux qui là nous suivent? Tu vois, on est en live, on est en direct, je suis en train de regarder. Donc ça monte. Hein. Surtout si vous avez des questions pour Sylvie, écrivez des commentaires. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions. On n'a pas tous les jours la chance d'avoir une consultation gratuite. Et donc, on est là. Ah bon, nous, on défend le pouvoir d'achat. Donc, Sylvie, donc, on est là-dessus. Allez, Sylvie, donc, d'où ça vient? C'est quoi ce courant de pensée? Est-ce que tu peux nous Alors, déjà, je vais enlever les préjugés de la naturopathie, puisque souvent, quand je dis que je suis naturopathe, c'est un peu comme tu m'avais dit au moment où on s'est appelé. La naturopathie, alors je ne suis pas une sorcière, je n'utilise pas des plantes, je ne fais pas des potions magiques, je ne fais pas du vaudou, je ne sais pas quoi. On m'a sorti plein de trucs sur la naturopathie. En fait, c'est tout simplement la 3e médecine traditionnelle. Donc, je pourrais pas te dire la date exacte tellement ça remonte, mais elle est après la médecine chinoise et l'ayurvédique. Si tu situes un peu. Donc, alors, suivant si on suit la définition de l'OMS, c'est une méthode pour renforcer les défenses de l'organisme, donc de ton corps, par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Voilà, c'est ça la définition globale de la naturopathie, on va dire. C'est ni les plantes, ni les huiles, ni les compléments alimentaires. Il y a quand même une base avant tout ça. Tu vois ? Et la base, alors, j'avais cru comprendre effectivement que lorsqu'on avait préparé ce rendez-vous, tu m'avais parlé de différents univers, que c'était effectivement sur 2 ou 3 univers, que tout était vraiment la science, enfin, en tout cas cette médecine douce, médecine alternative, comme on dit souvent, est basée effectivement sur 3 environnements et on essaye effectivement sur une consultation d'aller justement travailler en profondeur sur chacun de ces univers-là. Est-ce que tu peux nous en faire profiter, Sylvie, et nous expliquer donc en détail, voilà, comment effectivement dans chacun de ces univers on essaye de recentrer l'humain et de faire en sorte que tout simplement il aille mieux.
Alors, chaque naturopathe travaille différemment, pas comme chaque thérapeute. En tout cas, pour ma part, je vais travailler beaucoup sur, suivant pourquoi la personne vient me consulter, sur une sphère alimentaire et faire un petit état des lieux de sa façon de vivre, de s'il mange beaucoup de produits transformés ou voilà, des choses comme ça. Son environnement social, l'activité physique qu'il fait. Alors moi, comme je t'avais dit, je parle bien d'activité physique et pas de sport, juste avoir le corps en mouvement et les émotions qui sont vraiment pour moi un axe très important dans lequel je me suis spécialisée, qui joue un rôle très important sur la santé. Mais on va faire un petit état des lieux en fait de la vie de la personne pour voir où il y a des petits couacs, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce que moi, en fait, mon rôle va être un éducateur de santé. Donc, en fait, t'apprendre comment fonctionne ton corps, comment fonctionne ton organisme et pourquoi il réagit à certaines choses et pas d'autres. Et pourquoi telle maladie et pourquoi tel mot MAUX, suivant ta façon de vivre, en fait. Ton hygiène de vie, c'est là où vraiment l'hygiène de vie prend tout son sens dans la naturo parce qu'on va vraiment se prioriser des axes différents, mais qui, au final, font la personne, en fait. C'est-à-dire que quand toi, tu as on va pas appeler un patient, mais un client en face de toi, une consultation, quelqu'un qui effectivement vient te rencontrer, les pathologies, qu'est-ce qui fait qu'une personne vient frapper à ta porte? Moi, c'est souvent la question que je pose aux thérapeutes que l'on rencontre régulièrement. OK, c'est quoi les mots, comme tu les écrivais tout à l'heure, MAUX, effectivement, que tu vas pouvoir rencontrer au quotidien, les éléments déclencheurs? Quels sont-ils? Qu'est-ce qui fait qu'on va voir effectivement un naturopathe? Je t'avoue que parfois, du fait qu'il y a quand même pléthore aujourd'hui de thérapeutes, j'avoue que pour des néophytes, c'est parfois un peu compliqué de savoir qui je vais voir. Un sophro, un hypno, un naturopathe, quelqu'un voilà, sur des médecines effectivement que je n'aurais même pas encore cité aujourd'hui. Donc, quels sont les mots et effectivement, à partir de ces mots-là, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, voilà, c'est plus effectivement un naturopathe plutôt que quelqu'un d'autre qu'il faut aller voir? Alors, en tout cas, normalement, n'importe quel thérapeute aujourd'hui de médecine douce que tu vas voir est là pour ton bien-être, de toute façon, normalement. Après, la naturo, on s'occupe de vraiment un aspect que normalement les autres ne s'occupent pas, c'est beaucoup le côté alimentaire, puisque nous, on part du principe que le premier médicament de l'homme, c'est son alimentation. Donc, nous, dans nos études, on apprend tout ce qui est alimentaire, comment te dire, les vitamines, les minéraux, etc. Donc, bien t'expliquer cette phase-là que normalement les autres thérapeutes ne font pas. Ok, d'accord. Concrètement, Sylvie, pardonne-moi. Concrètement, c'est vrai qu'on a une communauté aujourd'hui qui a aussi faim, je dirais, d'informations alimentaires. Ok, ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous citer quelques informations sur justement, on sait, on bouffe parfois de la merde, on va le dire, hein, avec des produits qui sont reconditionnés, avec effectivement à base de soda et ainsi de suite. Ok. Sur cette partie alimentaire, avant effectivement d'arriver à l'autre partie, quels sont les conseils, on va dire les bons usages au quotidien à faire et à ne pas faire? Qu'est-ce que toi tu préconises justement en termes de tips? Comment tu peux justement nous conseiller là-dessus? Alors, je pense que je ne vais rien t'apprendre ni rien apprendre aux gens, puisqu'on est assez conscient de ce qu'il faut manger et pas manger. Après, faites attention. Le premier conseil que je peux donner et à tout le monde, c'est l'hydratation fois 1000. Ça, c'est l'eau. Comme je dis à mes consultants, si vous devez retenir un truc de la consultation, c'est l'eau. Buvez, quoi. On ne boit pas assez et l'eau engendre beaucoup de soucis gastriques, même rétention, œdème, etc. Et l'eau peut résoudre beaucoup de choses aussi en même temps. Donc, pour un homme et une femme, le conseil, c'est quoi? C'est 1,5 litre, 2 litres, 500 millilitres? Alors, ça, c'est pareil. Chaque personne est différente suivant comment tu vas bouger dans la journée. Si tu prends les transports, si dans ton boulot, ça bouge, si tu fais de la manutention ou si tu es plus derrière un bureau
et après, si tu fais 5 heures de salle de sport ou si tu fais pas de sport du tout. Vraiment, l'hydratation, c'est propre à chacun, mais c'est minimum. Et comme on dit à tout le monde en général, c'est entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Ah oui. Le café et le thé ne comptent pas. D'accord. OK. Voilà. Alors là, si je peux vous apprendre quelque chose, c'est que le café et le thé déshydratent et n'hydratent pas. D'accord. Ouais. Ce sont des diurétiques. 1,5 litre à 2 litres par jour, ça veut dire que le réflexe que tu peux avoir, c'est de te dire, OK, tu prends ta bouteille d'eau Evian. Alors, 2 litres, si je peux te dire, 2 litres, c'est 3, 4, allez, 5 gorgées toutes les 45 minutes. D'accord. Et là, tu as tes 2 litres. D'accord. OK. Ouais, donc 1,5 litre à 2 litres. OK, ça marche. Et après, suivant ton activité physique, parce que si tu transpires encore plus, quelqu'un devra encore plus. Après, la grandeur, la corpulence. Voilà. D'accord. Il m'avait semblé également que trop boire, ça pouvait avoir un effet inverse, non? Par rapport à quoi? Non, il m'avait semblé justement que ça pouvait avoir des effets néfastes, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, 1,5 litre. Après, on ne vous demande pas de boire 6 litres, 5 litres. On est quand même dans quelque chose de raisonnable. L'excès n'est pas bon. L'excès de tout n'est pas bon. Voilà. OK. Donc déjà, une règle, 1,5 litre, 2 litres minimum par jour. Ça, quoi qu'il en soit, ce n'est pas négociable. Et on ne compte pas le café ni le thé. OK, ça marche. Voilà. En termes de… Est-ce que tu calcules les calories parce que quelqu'un qui va venir te voir, non, tu ne vas pas lui dire… alors moi, je déteste ça. Ouais. Je déteste ni peser les aliments, ni compter les calories. Je ne suis pas là pour vous fliquer. Je suis là pour vous apprendre à peu près à bien manger suivant votre vie, puisque chaque vie est différente. Et après, les mots MAUX comptent aussi. Mais je ne suis pas là pour vous fliquer. Moi, je trouve ça extrêmement frustrant de peser ses aliments, de compter ses calories. Alors ça, c'est… Et la frustration… ce qui amène à des nerfs, machin, provoque des choses néfastes. Donc, on enlève tout ce qui peut être néfaste facilement. Parce que déjà, quand quelqu'un vient vous voir et qu'on lui change son alimentation, c'est déjà très difficile. Pour quelqu'un qui a l'habitude de mal manger ou de boire un certain truc qu'il ne faut pas ou machin, quand on lui dit, là, il faudrait peut-être… déjà, si après on lui dit, alors pas tant de grammes, machin, à telle heure, Oui, puis là, pour le coup, c'est plus le diététicien qui… Exactement, et chacun son métier. Chacun son métier. D'accord. Chacun son métier. Nutritionniste, diététicien, OK. D'accord, OK. Donc, mais en général, on y va pour une certaine raison et c'est très souvent perdre du poids. Moi, les gens ne viennent pas me voir pour perdre du poids. Alors, justement, les gens qui viennent te voir aujourd'hui, qui ont effectivement certaines pathos, c'est quoi justement les signes, les mots qu'ils rencontrent au quotidien et sur lesquels voilà, je vois les personnes qui sont en direct aujourd'hui peuvent effectivement se dire tiens, moi ça me concerne effectivement, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, mais typiquement ça peut être effectivement un naturopathe que je peux aller rencontrer. Donc les mots au quotidien que toi tu consultes, que tu rencontres, Sylvie, est-ce que tu peux nous en faire part? Alors en ce moment, dû au Covid surtout, j'ai eu beaucoup de burn, énormément de burn-out. Énormément, vraiment. Donc après, les burn-out, ça va avec le symptôme énormément fatigué, pas arriver à se motiver, des aigreurs d'estomac, des remontées acides, une constipation, une diarrhée, qu'au début, on pense passagère et puis ça dure un peu trop et puis on se dit « Ah mince, il se passe peut-être un truc en fait ». Sauf que cliniquement, donc quand vous allez chez un médecin, il va vous faire des examens, ce qui est normal, mais très souvent, ils ne vont rien trouver. Donc, ils vont vous traiter le symptôme qu'il y a, donc la diarrhée, la constipation, la fatigue. Il va vous donner de la vitamine, une constipation, je sais pas, non, diarrhée, c'est smecta ou enfin des trucs comme ça. Ils vont vous donner pour le symptôme que vous avez. Nous, naturopathes, on va chercher la cause du symptôme, la cause de ce symptôme, de ce symptôme, de ce symptôme, de ce symptôme, jusqu'à trouver le noyau en fait de pourquoi au départ vous avez une diarrhée ou une constipation. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tu es chamboulé, tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu as des signes, peut-être des rougeurs, peut-être des ongles, des taches blanches sur les ongles,
Des choses comme ça qui font que voilà, tu ne fais pas forcément attention. Et puis, malgré tout, ce sont quand même des signaux de ton corps qui montrent que peut-être que effectivement, tu as peut-être une mauvaise alimentation, source de stress. De toute façon, c'est un cercle vicieux. Hein. C'est un cercle vicieux. En général, on commence à pas se sentir bien. Quelqu'un qui est pas bien, déprimé ou énervé sur quelque chose ou triste, ne va pas aller se faire un plat super équilibré, à bien calculer ce qu'il doit manger, etc. En général, on va… Alors, il y en a, et très bien, mais en général, on va plus vers du coup la facilité, le gras, le sucre qui réconforte. On va vers une alimentation émotionnelle. Et l'alimentation émotionnelle est très souvent très sucrée ou très grasse, donc ça engendre forcément des soucis. À long terme, c'est pas bon, on le sait. Mais souvent, on vient me voir en me disant, écoutez, j'ai tout essayé, j'ai été voir tout le monde, vous êtes ma dernière chance. Ouais. Est-ce que au final, donc quelle est la frontière entre justement le naturopathe, parce que si tu es en train de régler quand même pas un désordre psychique, mais en tout cas une situation, tu parlais d'aller chercher en profondeur, donc d'aller chercher la cause de la cause, effectivement du mal-être. Est-ce qu'il n'y a pas ce rôle aussi un peu d'accompagnement thérapeutique dans le naturopathe, de dire, OK, parlez-moi au final de qui vous êtes, comment vous vivez, comment vous mangez, comment vous, avec qui vous êtes entouré, votre famille, comment ça se passe au travail. Est-ce qu'il y a aussi peut-être ce rôle du naturopathe qui n'est pas très loin du thérapeute, on va dire, plus de l'ordre psychique, en fait, si tu veux. Alors souvent, parce que on commence les consultations en jeunes naturaux et après, on entend, on fait notre expérience, on affûte notre façon de travailler, etc. Et moi, ça fait 3 ans que j'ai mon cabinet. Du coup, j'ai pu affûter un peu ma façon de travailler au fur et à mesure. Et beaucoup, ce qui ressort, c'est que les gens manquent d'écoute dans leur chemin médical, on va dire, si je peux me permettre, et d'accompagnement. Vraiment, accompagnement à proprement dire, hein, vraiment. Donc, dans la première consultation, quand on vient me voir, forcément, je fais un état des lieux un peu de l'alimentation et tout ça, mais on rentre un peu aussi dans la sphère sociale et de vie qui a quand même un impact, quand même. Donc, et après, les gens commencent à se livrer d'eux-mêmes. Et on se rend compte et c'est pour ça que je me suis spécialisée dans la gestion des émotions, c'est parce que vraiment, on se rend compte que aussi, comme je vous disais, c'est vraiment un cercle vicieux et que tout ne va pas sans l'autre. Je peux pas avoir un consultant et lui régler, entre guillemets, son alimentation sans avoir fait une partie corps et une partie émotionnelle. C'est impossible. C'est comme je dis, quelqu'un qui veut mincir, vous pouvez lui donner tous les régimes du monde. Si elle ne travaille pas ce qu'il y a là-haut, ça ne marchera jamais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est d'où l'effet yo-yo, très souvent. Ouais, c'est l'exemple le plus courant, mais ça va aussi sur plusieurs choses. Donc, je notais tout à l'heure, donc l'alimentaire, effectivement, un vrai sujet sur lequel aujourd'hui, il y a effectivement une action possible pour pouvoir justement rééquilibrer. OK. Le deuxième pilier, Sylvie, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? C'est le corps. Le corps en soi, le corps. Donc, souvent, l'activité physique. Comme on n'arrête pas de vous dire, faites du sport, faites du sport, faites du sport. Alors, moi, je ne parle pas de sport à proprement dit. Pas d'aller à la salle ni rien, parce que tout le monde ne peut pas aller à la salle. Donc, c'est beaucoup le mouvement du corps. Moi, je parle vraiment de le corps en mouvement. Donc, marcher, faire une marche rapide, aller se balader, danser chez soi, bouger, sauter, etc. Voilà, pour moi, ça, c'est de l'activité physique. Donc, on voit avec le consultant si c'est plutôt quelqu'un de sédentaire, donc qui ne bouge pas du tout ou qui a quand même une activité en soi et laquelle. Et après, voilà, on essaye de faire entendre raison. On va dire. Ça me fait rebondir par rapport aux retraités. Est-ce que typiquement une personne âgée aujourd'hui qui a une vie, il a vécu pendant de nombreuses années, il avait une vie sociale parce qu'il était dans une entreprise, il voyait ses collègues tous les jours. Aujourd'hui, ça y est, c'est l'âge de la retraite. On a fait ce fameux pot de départ, on a dit au revoir à tout le monde et puis on rentre dans une forme d'isolement où on se laisse un petit peu aller, où moralement
on n'est plus dans le game, comme on dit. Physiquement, on prend un peu de poids et puis on sent que le corps s'éteint petit à petit. Est-ce que c'est aussi une source de jouvence, je dirais presque, une façon de vivre le plus longtemps possible oui, exactement. Un personne âgée aussi, oui. Alors, l'activité physique et le sport en soi, on sait que ça fait du bien à son corps, ça, on le sait, mais on sait que ça fait du bien là aussi. Si on est quelqu'un, alors je reviens aux personnes âgées après, mais quand on est un peu énervé, quand on est quelqu'un de stressé ou on a un boulot très stressant, très prenant, très machin, on sait que le sport, ça libère. Ça libère. Alors moi, des personnes âgées, j'en ai aussi au cabinet. Bon, c'est pas ma plus grosse clientèle, mais j'en ai. Et j'en ai une, donc petite anecdote, une qui justement partait à la retraite et est venue dans mon cabinet parce qu'elle a entendu parler par machin. Et elle m'a dit, j'ai peur. J'ai peur, je viens de faire mon pot de retraite, etc. J'ai peur. Et elle m'a cité exactement ce que tu viens de me citer. Donc, un peu l'isolement, du coup, de voir moins de gens, de plus avoir un quotidien, etc. Et en fait, c'est comme un deuil pour ces personnes-là, parce que c'est le deuil de leur vie active. Donc, en fait, il faut essayer de leur expliquer que ce n'est pas la fin de leur vie. C'est le début d'une nouvelle forme de vie. Voilà. Donc là, il n'y a pas forcément question ou accompagnement alimentaire. Donc, on fait toujours un petit point, voir ce qui se passe, quoi. Mais c'est surtout beaucoup d'écoute et beaucoup d'accompagnement et vraiment de montrer que là, c'est possible. Il ne faut justement pas se renfermer sur ses idées et qu'il faut changer juste sa perception de la chose et de ne pas voir la retraite comme la fin de sa vie. Mais plutôt, justement, pour ceux qui auront la chance d'avoir une retraite, de voir ça un peu comme, comme tu dis, une seconde jeunesse, entre guillemets, hein, mais où là, on a un peu plus de temps. Alors, c'est toujours le même problème de l'argent. Je l'entends parce que je l'entends d'ici. Oui, mais si on n'a pas d'argent, je l'entends. Je dis des conseils en général, hein. D'aller justement, maintenant il y a beaucoup de clubs de retraités qui font des randonnées, qui font des sorties, donc essayer de booster ces gens-là à justement ne pas se dire que c'est la fin de leur vie parce que c'est la fin du boulot, quoi. Bien sûr, clairement. Ok. Ouais, donc l'activité physique, donc est justement pour un retraité aller marcher en forêt, faire participer effectivement à des clubs. Voilà, c'est l'occasion effectivement de rencontrer du monde, d'avoir une nouvelle vie sociale assez différente pour le coup de celle qu'ils avaient quand ils étaient employés, et puis voilà, de maintenir effectivement une activité qui va générer un mieux vivre, un état de santé plus important. Okay. Alimentation, activité physique, Sylvie, le troisième. Les émotions. Les émotions. Les émotions. Alors, quand quelqu'un vient me voir en cabinet, bon, maintenant, j'arrive à déceler assez vite. Bon, c'est l'expérience, hein, mais qui vient me voir, par exemple, je ne sais pas, pour une douleur persistante, et j'ai le fameux « vous êtes ma dernière chance ». J'ai été voir le médecin, j'ai fait plein d'examens, j'ai fait des radios, j'ai fait des IRM, j'ai fait des trucs, il n'y a rien, mais j'ai mal. D'accord. C'est quoi, c'est des rhumatismes? Oui, par exemple. Oui, on va dire, je ne sais pas, une douleur à la jambe. On va dire ça. Un exemple de douleur à la jambe, par exemple. Et bon, d'accord, petit tour vers l'alimentation, qu'est-ce qui se passe? Parce que des intolérances alimentaires, ça peut même arriver plus tard. Vous pouvez ne jamais avoir été intolérant au gluten et un jour, votre corps a décidé que vous êtes intolérant. Et ça, on ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Après, ce qu'on peut expliquer palpablement, on va dire, c'est que les aliments sont de plus en plus transformés. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ne supportent pas la nouvelle alimentation. Et donc, on dit souvent, oui, mais c'est un effet de mode, le gluten, non, c'est pas un effet de mode. C'est juste que notre corps, à nous, n'est pas fait pour supporter autant de transformations. Voilà. Donc, souvent, tout ce qui est maladie inflammatoire, donc tout ce qui va être rhumatisme, fibromyalgie, même endométriose, c'est des maladies inflammatoires. Donc, en général, on va vers l'alimentation pour voir ce qu'on peut modifier de tout ce qui est alimentation inflammatoire. Donc, souvent, le gluten, qui est un pro-inflammatoire, et produits laitiers, certaines viandes et tout ça, mais si j'ai en face de moi quelqu'un qui mange beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, beaucoup de viande, machin,
on y va petit à petit. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous… Je ne vais pas dire non, demain, tu ne manges plus de pâtes. Ouais. Frustration. Et puis, je ne la revois jamais. Déjà, je ne la revois jamais. Donc, on fait un petit tour alimentaire. Donc, on change quelques trucs. Pour un petit coincement d'articulation, on vérifie les oméga 3. Qu'est-ce qui se passe par là? L'hydratation. Qu'est-ce qui se passe par ici? On ajuste. Bon, il revient. C'est vrai que ça va mieux. J'ai un peu moins mal depuis que j'ai changé l'alimentation, mais j'ai quand même toujours cette douleur avant le sport. Ah, deuxième piste. OK. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez du sport? Je sais que je vais avoir mal, je vais au sport et bim, j'ai mal. OK. Bon, alors moi, j'adore faire ça, aller chercher les symboliques des douleurs. Les symboliques des douleurs. Voilà. Donc, il faut savoir que chaque mot MAUX a une symbolique émotionnelle. Toutes, sans exception. Voilà. Donc, en général, quand le mot MAUX persiste, je vais lire la symbolique. Et je la lis au consultant, en général. Et je tombe toujours dans le 1000. Toujours. Donc, là, j'ai pas les symboliques en tête, mais vous allez venir pour une symbolique de la jambe, je sais pas, la jambe gauche, c'est un problème de communication en général. Bon, c'est vraiment général, hein, parce que on va plus profondément en général, et ça tombe toujours dans le 1000. Et les gens sont toujours très surpris de ce que je dis, parce qu'ils me disent, mais attendez, mais ça là, ce point-là, c'est ce que je vis. C'est exactement ce que je vis. D'accord. Ok. Bon, on va travailler là-dessus. Donc, je ne sais pas, hein, ça peut être avoir une peur sur quelque chose, peu importe, et on va travailler au fur et à mesure sur cette émotion-là. La peur. Et la contrôler. Arrêtez de se dire, ah là, j'ai sport, je vais avoir mal. Non. Parce que là, tu conditionnes ton cerveau que de toute façon, tu auras mal. Ça, c'est clair et net. Le cerveau, avant de le contrôler, ce n'est pas votre pote. Hein. C'est pas du tout votre pote. Avant de vous contrôler, il vous manipule. C'est lui qui va vous dire quand vous êtes triste ou angoissé d'aller bouffer ce qu'il y a dans le frigo. Hein. Ouais. Donc, ce n'est pas votre ami celui-là avant de le contrôler. Donc, on y va petit à petit, machin. Et on a des super résultats. Enfin, j'ai des super résultats en tout cas. Donc, cette personne qui était venue pour ça, et c'est un homme en plus. D'accord. Alors, en plus, imaginez, hein, les hommes, ce n'est pas encore dans leurs mœurs. Les thérapies, les médecines douces, ça commence… du curatif. Hein, c'est du curatif, des boîtes de médicaments. Voilà, c'est pas encore dans leur ADN, quoi. Donc, il est un peu venu, oui, ma femme m'a parlé d'eux, mais sans conviction. Donc, l'alimentation, ça l'a un peu rassuré. Ah oui, j'ai moins mal. Donc, il faisait un peu moins le… Et alors là, l'émotionnel, parce que les émotions, ça parle pas aux mecs, bien évidemment. On met un mouchoir dessus. Voilà, ça ne parle pas aux mecs. Les mecs n'ont pas d'émotions, de toute façon, c'est bien connu. Et du coup, quand on a travaillé là-dessus, la 4e séance et du coup la dernière, il m'a dit, mais c'est spectaculaire. Mais merci, c'est spectaculaire. Je peux refaire du sport, j'ai pas mal, voilà. Et lui, il avait une appréhension, c'est-à-dire qu'il allait au sport, il savait qu'il allait avoir mal, limite, il disait lui-même sa propre douleur. À chaque fois. Il disait, ah là, je vais au sport, c'est mort. Là, je vais morfler. Après, je vais rester coincé. Et bingo. D'accord. Bingo. Ouais. Bon, après, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi beaucoup les douleurs de ventre qui sont… le ventre est le nid des émotions. Hein. Toutes les émotions négatives se nichent au niveau du ventre. Est-ce que par rapport aux enfants, Sylvie, tu parlais de douleurs de ventre. Je sais quand on a un nouveau-né, par exemple, on parle effectivement de je ne sais pas les termes exacts, mais on sent que l'enfant est ballonné, hein, voilà, il a des douleurs, on voit qu'il bouge un peu dans tous les sens. Est-ce qu'une mère de famille, un père de famille, voyant effectivement son enfant dans cet état-là, est-ce que c'est typiquement aussi le genre de consultation que peut avoir un naturopathe ou pas? Alors, après avoir été voir les médecins, bien évidemment, puisque là, on parle de bébé, hein, donc pédiatre, etc. Et puis, en fait, comme la flore intestinale est en train de se construire avec les laits, les trucs, les machins, c'est sûr que là, faut laisser du temps à tout ça de se faire. Donc, moi, mon utilité là ne sera pas forcément très adaptée pour un bébé. On laisse vraiment ça au pédiatre et au médecin le temps que tout se fasse. Parce que c'est vrai que là, moi, l'alimentaire, ça va être très restreint.
à part leur dire de modifier le lait ou d'aller faire des tests, etc., de voir s'il a pas de par jour. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis d'aller lui dire d'aller courir et d'aller se promener, ça va être un peu compliqué pour le coup. Ok. Donc les émotions, c'est le troisième vraiment pilier, en tout cas de naturopathe. Et est-ce que justement, quand on parle d'émotions, on avait également ce sujet qui nous tenait à cœur sur cette réunion, c'était de parler justement du drainage lymphatique. Est-ce que justement, encore une fois, j'ai fait quelques recherches un petit peu là-dessus sur le drainage lymphatique, mais j'ai le sentiment qu'effectivement, il peut y avoir un lien entre le drainage lymphatique justement et les émotions. On parle de stress, on parle effectivement voilà, d'évacuation, de pression et autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement ce qu'est le drainage lymphatique, d'où ça vient, la technique, est-ce que c'est vraiment vertueux au point où on voit vraiment des résultats parce que je crois que les consultations valent quand même un certain prix aujourd'hui. Voilà. Donc, allez, alors, les formations sont très chères. Ouais. Les formations sont très chères et c'est sûr que oui, ça se répercute sur le prix. Alors, je me suis intéressée au drainage lymphatique parce que je voulais apporter à la naturo un soin physique, palpable, quoi. Vous voyez donc, parce que en fait, le drainage lymphatique, c'est très, très complet. Alors, tout le monde ne peut pas se faire drainer. Attention à ceux qui nous écoutent. Moi, Sylvie, avant chaque séance de drainage, je fais remplir un questionnaire de santé. C'est obligatoire. Si on ne vous fait pas remplir de questionnaire de santé, voilà. C'est quoi le but? Du questionnaire de santé, Sylvie? Alors, de savoir si la personne est apte, si la personne est apte à recevoir le drainage. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer, il y en a plein, ils disent, mais c'est logique. Oui, c'est logique si la personne demande. Un cancer, métastase, faut des accords médicaux si tu as du diabète, si tu as de la tension. Tu fais pas de drainage si tu fais des thromboses, si tu as des problèmes graves vasculaires, tout ça. Donc, il y a, je sais pas, une dizaine de questions sur mon questionnaire où je demande, ou alors je préconise, parce qu'il y a certaines pathologies après qui sont acceptées, mais sous accord médical. Voilà. Donc une consultation au préalable en cas de doute. En fait, si quelqu'un sait qu'il a des pathologies ou des problèmes de santé et qui veut faire un drainage, qui demande directement à son médecin lors d'un contrôle s'il peut faire du drainage lymphatique. Voilà. Okay. Sylvie, 30 secondes. C'est quoi le drainage lymphatique? Voilà, c'est parce que j'allais dire, parce que le drainage lymphatique, c'est en fait un massage assez fort qui stimule et améliore la circulation des fluides corporels. Sauf que la lymphe, c'est ce qui transporte les déchets, donc les toxines, les bactéries, pour les emmener où ils doivent disparaître, tu vois. Donc, ça te transporte tout et ça peut aussi te transporter des cellules cancéreuses, etc. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On a quand même, entre guillemets, nous, thérapeutes, la santé des gens entre nos mains. Okay. On ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, un massage. Mais normalement, même, je suis tentée de te dire, parce que là, on parle de drainage lymphatique, je suis d'accord, mais je suis tentée de te dire que même juste un massage relaxant, normalement, tu es censé demander à tes clients s'ils ont des problèmes de santé. Tout le monde ne peut pas être manipulé. Donc voilà, ça c'est un aparté, mais qui me tient à cœur quand même. Oui, très bien. Okay. Mais alors, c'est très rare, hormis ceux vraiment qui ont des très grosses pathologies et qui l'interdisent, type cancer, ou alors qu'ils ont des thromboses. En général, le drainage se fait très bien. Les médecins l'accordent, c'est… Ok. Donc, drainage lymphatique. Donc, j'ai effectivement un drainage. Donc, j'appuie sur quelle partie du corps? Le haut, le bas très bien. Alors, j'adore ta question et je t'en remercie. Ceux qui nous écoutent, n'acceptez jamais un drainage en partie de corps. C'est-à-dire, n'acceptez pas un drainage juste des jambes, juste des bras, juste du ventre. Ça n'existe pas.
Le système lymphatique, parce que le système lymphatique, c'est dans ton corps, ça fait un circuit. Tu es d'accord? Ton système lymphatique n'est pas que dans tes jambes, n'est pas que dans tes bras, n'est pas que dans ton ventre. Il est partout. Si tu viens que pour les jambes, alors je vais te faire les jambes, je vais déboucher les jambes, ça va recirculer, nanana, mais ça se coince au niveau de l'aine parce que tes ganglions lymphatiques sont bouchés. Et bien, bonjour les problèmes. Tu concentres un stress, une source de stress à un endroit. En fait, je vais remonter toutes les toxines et tous les déchets des jambes dans les autres ganglions. Parce que tu as des chaînes ganglionnaires lymphatiques. Donc, tu vas les remonter. Donc, tu vas libérer les jambes et c'est génial. Mais tout va aller se bloquer dans l'aine ou au niveau des seins ou dans le ventre, etc. Quel est l'intérêt? Aucun. Donc, chez moi, c'est tout le corps ou rien. Et tu as un protocole, tu pars d'une jambe et tu remontes. Oui, parce qu'il faut faire attention au système circulatoire, au sens du système circulatoire. Tu remontes parce que tu vas vers le cœur. Tu ne commences pas un drainage par le haut. D'accord. Et il s'arrête où? Il s'arrête là? Il s'arrête Alors, ce qui est important, c'est le corps. Donc, tu peux l'arrêter là. Mais tu as le drainage aussi du visage, où là, tu as énormément de ganglions lymphatiques. Mais ça n'a pas de… Ça n'a pas de… Comment dire? Si tu fais que le corps, ça ne va pas… Il n'y a pas d'incidence directe sur… Voilà, merci. Parce qu'on travaille quand même les ganglions là et tout, on fait quand même circuler. Après, le mieux, c'est le… C'est tout. Le mieux, c'est tout. Mais bon, après, voilà. Mais ça veut dire que c'est une séance qui prend énormément de temps quand même, parce que si ça s'apparente effectivement à un massage, je dirais corporel, pour faire le corps entier, il faut bien 60 minutes, quoi. Il faut bien. Alors, avec l'expérience, moi maintenant, j'arrive à le faire en 30 minutes. Et après, suivant les problèmes, ça peut être plus long. Par exemple, quelqu'un qui vient… Alors, parce qu'à la base, le drainage lymphatique, c'est pour détoxifier ton corps. Donc, libérer les toxines de ton corps. À la base, c'est juste pour ça. Et refaire circuler les fluides. Sauf qu'on s'est rendu compte à force, et avec certaines méthodes, dont la méthode brésilienne très connue qui est à la mode, qu'avec une pression beaucoup plus forte, qui travaille aussi sur le système sanguin, on arrive à réduire la rétention d'eau. Donc, les gens qui ont les jambes en poteau, par exemple, tu vois. La rétention d'eau, les œdèmes, qui font extrêmement mal. Moi, j'ai réussi sur une patiente, et Dieu merci, à réduire son lipodème de moitié. Donc, c'est une maladie lymphatique. D'accord. De moitié. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des excellents résultats sur tout ce qui était transit. Donc, transit, constipation, ballonnement, gaz, enfin, tout le système du ventre. Ça soulage, mais comme pas possible. Et après, ça dégonfle. Et on a des résultats première séance. C'est pour ça que la séance est aussi onéreuse aussi. Par exemple, la technique traditionnelle qui est vraiment toute douce, comme ça. Vraiment, c'est vraiment en surface parce qu'on travaille que sur le système lymphatique qui est juste en dessous. Là, il te faut quand même pas mal de séances à avoir des résultats. D'accord. Que la technique brésilienne, en une séance, tu as déjà des résultats. Tu as dégonflé, ton ventre, il recircule, enfin, tu sens. En fait, il faut vraiment tester pour s'en rendre compte. Après, sur mon Instagram, j'ai beaucoup d'avant-après, si ça peut aider. Vous voyez que tu avais plus de 1000 abonnés, 1100 abonnés, je crois, sur ton Instagram. 54, je crois, un truc comme ça. Une communauté importante qui te suit au quotidien. Ouais, j'ai été voir ton Insta. Mais effectivement, des photos, d'ailleurs, c'est assez flagrant. J'ai été voir des photos sur ton Insta avant, après. Moi, je me suis posé la question si effectivement, il n'y avait pas genre 2 ou 3 semaines d'écart entre chacune des séances, quoi. Bah, je mets toujours en titre première séance ou 3, 4e séance. Non, on a vraiment des super bons résultats et autant sur les hommes que sur les femmes. C'est vraiment… Et les hommes qui viennent te voir, parce que notre communauté, nos assurés, il y a aussi autant de femmes que d'hommes. C'est vrai qu'on entend beaucoup de drainage lymphatique aujourd'hui. C'est vrai que c'est devenu un peu un phénomène de mode. J'entends beaucoup de femmes parler de ça. Mais les hommes aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est de la récupération sportive? C'est un footballeur? Alors, j'ai beaucoup de sportifs. J'ai beaucoup de sportifs
qui en 1, 2, 3, récupération musculaire, c'est génial. Ça relance comme les femmes son système lymphatique. Donc, ça diminue les courbatures, ça réoxygène le muscle. Et après, quand tu viens me voir tout de suite après ta séance, quand tes muscles sont engorgés de dingue, je les assouplis. Donc, tu es moins tendu, tu es moins raide et tu as une récupération beaucoup plus rapide. Ok. Je pense à l'accouchement. Est-ce que post-accouchement, ça peut avoir du sens? Alors, on peut même le faire enceinte, sauf que du coup, on ne traite pas le ventre. On traite toutes les parties, mais pas le ventre, puisqu'il y a beaucoup de rétention enceinte. Donc, il n'y a pas de problème avec accord médical. Toujours, si c'est une grossesse à risque, accord médical. Et si c'est une grossesse normale, à partir de 3 mois, on peut faire. Et après, ça dépend de l'accouchement. Ça dépend comment s'est passé l'accouchement, suivant les femmes, comment ça se passe. Mais elles peuvent se faire drainer. Mais suivant l'accouchement, césarienne, on attend un peu. Parce qu'il faut quand même se remettre d'une césarienne et attendre que ça se referme, etc. Donc là, on passe plutôt peut-être en post-opératoire, qui est encore une autre technique. Mais après, oui, en drainage lymphatique, oui. Mais en plus, ça fait un bien fou. En général, on ressort de là, on est toute légère. Ça restimule le système immunitaire, ça détoxifie, on se sent mieux, on dort mieux. On dort mieux, ça agit sur le sommeil. Enfin, c'est très complet, très, très complet. Alors, parlons du sommeil, parce qu'on a souvent des questions comme ça autour du sommeil, des gens qui ont du mal à dormir aujourd'hui, qui se réveillent plusieurs fois effectivement dans la nuit et autres. Le drainage lymphatique, c'est quoi? Ça permet effectivement c'est des canaux en fait que tu vas connecter les uns aux autres avec les fluides qui vont passer. Donc, Alors, si tu viens me voir pour le sommeil, déjà, on fait un point sur ton alimentaire. Ça, c'est sûr et certain. Parce que l'alimentaire joue sur le sommeil. Plus tu vas manger mal manger, moins tu vas dormir. C'est sûr. Parce qu'en fait, très souvent, le sommeil, alors suivant les cas, mais très souvent, quand ton corps est beaucoup encrassé, tu dors mal. Ça perturbe ton sommeil. Et en fait, où le drainage lymphatique rentre en jeu, c'est que justement, c'est un massage qui détoxifie. Donc, on va libérer les toxines que tu vas éliminer toi naturellement. Du coup, ton sommeil va être mieux. Après, première séance, ils sont toujours KO, mais KO, parce que c'est l'équivalent d'une séance de sport pour l'organisme, tellement tu le choques. D'accord. Ah oui. Parce que c'est vraiment, tu le choques vraiment, il se dit, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Donc, souvent, je dis, vous pouvez avoir des courbatures, vous pouvez avoir des fourmillements, des petites sensations un peu bizarres. Vous pouvez peut-être même avoir mal à la tête ou rien. Mais en tout cas, vous serez fatigué. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Au moins donc, le premier soir. C'est une machine ou c'est à la main? Que tout se fait à la main, Sylvie? Il est là, la machine. D'accord. Ok. Elle est là, la machine. Elle est là, la machine. D'accord. J'en profite. Parce que pour moi, alors pardon, je suis désolée. Je sais qu'il y en a qui font de l'excellent boulot avec des machines. Mais alors, mon avis personnel, c'est qu'une machine ne remplacera jamais l'humain. Quand sur ce genre de massage, les gens viennent vous voir avec des problèmes vraiment très souvent de santé. Donc, de la rétention, des œdèmes très importants, des douleurs articulaires. Enfin, ils sont vraiment dans la souffrance. Et vous ne pouvez pas sentir avec une machine ce qui se passe sous la peau de la personne. Donc, vous ne pouvez pas adapter la pression de la machine ou la vitesse de la machine. Moi, je sens tout avec mes mains. Donc, dès que je vais croiser un œdème, je vais y aller plus doucement que si c'est lisse ou si c'est un sportif. Ou si un œdème, Sylvie, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vas effectivement passer ta main sur un muscle, sur une partie du corps, tu vas sentir que là, il y a une contraction, il y a une boule, il y a quelque chose. Alors, par exemple, les œdèmes de rétention, ça te fait des grosses boules, des plus ou moins grosses boules. Et tant qu'elle est molle, on va dire, tant que l'œdème est mou, c'est pas très agréable au moment du drainage, mais ça peut être vite éliminé. Quand ton œdème se calcifie et devient dur, là, c'est plus long et c'est très douloureux. Je comprends, d'accord. Ouais. Mais du coup, je m'adapte. Soit on y va beaucoup plus doucement, soit je peux y aller un petit peu plus fort. Après, je vais de plus en plus fort. Je vois comment le consultant ou la consultante supporte la douleur. Parce que travailler un œdème, ça ne fait pas du bien. Donc, on s'adapte. Je m'adapte en fonction de ce que je ressens dans mes mains. Et même si son corps se tend parce qu'elle a mal, je le sens. Une machine ne va jamais sentir ça. Ouais, je comprends.
Oui. Autre sujet, Sylvie, je me permets, parce que je vois qu'on a des questions enfin, dans les commentaires. Okay. Donc, j'invite effectivement les gens. Alors, c'est intéressant parce que on voit que là, il y a le sujet intéresse. Donc, continuez. N'hésitez pas effectivement à nous envoyer là, les questions. Je les vois arriver. Elles sont sur la droite de mon écran. Tu parlais tout à l'heure de post-opératoire. OK. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, je me suis fait opérer sur un problème articulaire, j'ai été problème de santé. Comment derrière donc le drainage peut me permettre de mieux récupérer en post-opératoire? Alors, très souvent, le post-opératoire est assimilé à la chirurgie esthétique pour les sorties de grosses chirurgies esthétiques. Donc, en fait, le but, si je prends par exemple l'exemple d'une liposuction ou d'une abdominoplastie, quand on coupe, c'est d'aider au corps à vider tous les liquides qui sont, comment dire, sales. Dû à notamment l'anesthésie. À l'anesthésie, aux médicaments qu'ils utilisent pendant l'intervention, au sérum physiologique et à la lymphe en soi qu'on a déjà, qui, elle, est remplie de toxines, quoi. Donc, en fait, on l'aide à sortir, mais c'est pas du tout, du coup, les mêmes techniques. On n'est plus sur quelque chose de très appuyé et tout. On est vraiment plutôt sur quelque chose très en surface, puisqu'on peut le faire dès le lendemain de chirurgie. Donc, c'est encore un peu douloureux et très frais. Mais donc, ça va aider, ça va améliorer la cicatrisation, aller beaucoup plus vite en récupération et diviser la douleur par deux. D'accord. Oui, à ce point-là. D'accord. Ouais. Mais alors, ça veut dire que toutes ces énergies, là, tous ces liquides, quelque part, que tu fais évacuer, qui sont dans le corps, il faut bien qu'ils s'évacuent quelque part. C'est quoi? C'est par les urines? C'est par la transpiration? Alors, si les incisions ne sont pas encore cicatrisées, ça va sortir par les incisions. Donc, on est vraiment, nous, sur un champ un peu opératoire. On a des blouses, on a des gants, parce que ça peut gicler, donc on évite. Mais donc, si ce n'est pas encore cicatrisé, ça sort par les cicatrices. Ouais. Et sinon, après, on l'envoie aux glandes lymphatiques qui, elle, après, va faire son travail dans l'urine. Voilà, exactement. D'accord. Je prends une autre question qu'on nous a posée. On parlait tout à l'heure de l'eau, donc boire effectivement 1,5 litre, voire 2 litres. L'eau du robinet, l'eau en bouteille, peu importe. L'essentiel, c'est de boire ou pas? Alors après, ça, c'est propre à chacun et c'est suivant ses convictions et suivant aussi ses moyens, malheureusement. Alors, l'eau du robinet, bon, comment vous dire que je vous la déconseillerais vraiment. En plus, suivant où vous habitez, elle est plus ou moins polluée. Donc, c'est sûr que je vous dirais de ne pas l'utiliser ou alors de la faire bouillir avant. Et donc, il faut faire bouillir votre eau, la laisser refroidir et la boire. Donc, c'est un peu compliqué. Après, il y a la polémique de la bouteille en plastique. Donc, après, c'est un peu chacun fait comme il peut. Maintenant, vous avez des filtres qui sont assez bien pour filtrer l'eau du robinet. Et après, l'eau en bouteille, la Monroucou est l'une des mieux, puisque c'est une des moins transformées, on va dire. D'accord. Donc, voilà. Et j'ai vu un petit commentaire, boire trop d'eau ne noie pas. Boire trop d'eau ne boit pas, ouais. Alors, voilà, ne noie pas, on ne peut pas se noyer. Enfin, d'accord. À part si tu bois 10 litres, 7 litres, 6 litres, d'accord, mais on reste dans le raisonnable. D'accord, ok. Autre question, le naturopathe peut-il être assimilé effectivement à une forme de psychologue ou de psychanalyste? Alors, psychanalyste, je ne pense pas parce qu'on rentre dans le docteur, mais psychologue. Non, je pense que chacun a son métier et sa façon de faire. Vraiment sa façon de pratiquer ce qu'il fait. Moi, je me verrais plutôt vraiment dans un accompagnateur vraiment complet, puisque en fait, je suis vraiment du genre à pas dire bon voilà, on a fait ça, bon bah salut quoi. Si je sais que ma méthode a aidé beaucoup de personnes, donc je me verrais plus accompagnatrice que psychologue, chacun son métier, et psychanalyste, non pas du tout. Pas du tout, puisque là, on rentre vraiment dans le médical. Mais après, moi, quand ça sort de mes compétences, parce que ça peut sortir de mes compétences aussi, je ne sais pas tout faire, je sais très bien diriger vers mes confrères. Alors, médecine douce, très souvent. Mais par exemple, en drainage, quand les gens viennent me voir en drainage et que je vois qu'il peut y avoir potentiellement des petits soucis vasculaires, etc., médecin.
j'envoie toujours. Même s'il y a un peu trop de problèmes gastriques et tout ça, allez voir un gastro-entérologue. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas. Ouais. Et tu parlais de point de tension tout à l'heure, Sylvie. Est-ce que l'acupuncteur peut justement travailler également sur ces points de tension? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Après, il faut un bon qui sait ce qu'il fait. Et c'est pareil, il faut faire attention à qui on va voir, même en médecine douce. C'est pas anodin, nos métiers. On peut vite faire n'importe quoi. Moi, je suis par exemple pas du tout adepte des compléments alimentaires. Après, chacun travaille comme il veut, mais… oui, c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce qu'on arrive dans une période un peu automnale sur laquelle justement on aurait tendance à courir dans les pharmacies, les parapharmacies, prendre des ampoules de compléments alimentaires, des compléments oméga 3, des vitamines D et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon. Après, je ne suis pas contre, mais d'abord, faudrait une prise de sang, qu'ils fassent vraiment attention s'il y a vraiment des carences, s'ils en ont vraiment besoin. Et puis pareil, on revient toujours au même sujet. S'il y a vraiment un gros coup de fatigue, etc., il faut déjà regarder ce qu'on mange, ce qu'on fait. Est-ce qu'on bouge assez? Est-ce que notre corps a assez de dépenses d'énergie dans l'assiette? Après, c'est à nous, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après… Ça, c'est pareil, la qualité de nos aliments maintenant, voilà, mais bon, on peut déjà faire pas mal de choses tout seul et on sait ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger à peu près, sans être non plus dans le parfait. Même moi, je suis naturo et pourtant, je ne suis pas parfaite, je mange des raclettes, ça m'arrive d'aller au McDo avec ma fille, enfin, il n'y a pas de… On n'est pas parfait, mais on sait les bases, normalement. Je comprends. OK. Sylvie, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou concernant effectivement le métier qui est le tien, une dernière, une bouteille à la mer, un livre, un film, un reportage que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous regardent ce soir et qui aimeraient donc s'intéresser justement à la naturopathie? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller si on a envie de s'intéresser au sujet? Alors moi, j'ai un livre que j'aime beaucoup, qui est accessible à tout le monde, justement, c'est La naturopathie, mon année. Donc, en fait, elle vous explique pour chaque saison quoi faire avec des petits conseils, des petits tips, des petits… voilà, qui est accessible du coup à tout le monde. Pour chaque saison et chaque intersaison, c'est pas mal. C'est vraiment bien expliqué et on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre. C'est assez bien fait. Très bien. Valable, effectivement, on parle aussi un peu d'enfants, j'imagine, à l'intérieur, comment, effectivement, rééquilibrer un peu tout ça. La famille, ça s'adresse à toute la famille, en tout cas. Exactement. Ouais, exactement. On ne va pas changer notre alimentation et laisser nos enfants manger n'importe quoi, je pense. C'est des bases. Ouais. Ah, j'ai une dernière question qui vient d'arriver. On la prend au passage. Je te la lis comme je la vois. Que pensez-vous de la spiruline? Sa consommation doit être prise avec modération? Point d'interrogation. Alors, moi, je vais te dire, c'est Rudy, je crois, qui pose la question, j'ai vu. Ce qui n'est pas bon, c'est l'excès. Vraiment, l'excès qui n'est pas bon. C'est quoi la spiruline, pardon, Sylvie? Excuse-moi. Alors, visuellement, c'est une poudre très verte, pas belle du tout, qui donne pas du tout envie, mais c'est une plante qui est très chargée en protéines. Okay. Donc, on prend souvent ça en complément de protéines. Donc, faut aimer. Elle est très intéressante et elle a beaucoup de bienfaits, mais c'est toujours l'excès qui n'est pas bon. C'est vraiment toujours ça qu'il faut garder en tête. C'est pas la dose c'est pas le produit qui est dangereux, on va dire, c'est l'excès qu'on y met. On en prend dans quel cas de la spiruline? C'est recommandé? Alors moi, j'ai beaucoup de sportifs qui en prennent, mais après, c'est beaucoup les végétariens, par exemple, ceux qui ne mangent pas de viande. Et après, ceux qui aiment bien, après, les boissons un peu, les smoothies un peu verts, tout ça. Il y en a beaucoup qui le mettent dans les smoothies de fruits aussi, toujours pour un apport en protéines. En protéines, ok. C'est assez intéressant. Après, elle a d'autres bienfaits, mais là, on est là jusqu'à 23 heures. Si tu as encore deux petites minutes, et n'hésitez pas, j'invite vraiment, parce que là, on voit que ça s'enchaîne sur les commentaires, donc très bien. Suite à une opération du tendon de quadriceps remontant en 5 semaines, et est-ce que le drainage, effectivement, pourrait m'apporter quelque chose? Donc, une post-opération, donc une opération qui a eu lieu il y a 5 semaines en arrière.
Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui en phase de récup? Alors, en post-opératoire, non. Post-opératoire, non. Après, il faut voir là, lui, comment il se sent. Les suites, quelles sont les suites médicales? Est-ce qu'il va y avoir du kiné? Est-ce qu'il y a de la rééducation? Est-ce qu'il y a tout ça? Et après, oui, pour refaire fonctionner tout. Après, il faut voir vraiment quelles ont été… La personne qui nous pose cette question, grand sportif, au quotidien, c'est plusieurs heures de sport par jour. Et je pense qu'effectivement, sa question, c'est de se dire quand est-ce que je vais pouvoir retrouver mon état de forme d'avant, effectivement, mon opération? Alors ça, c'est propre à chacun. C'est comment, lui, va être sa récupération, déjà. Je pense que du coup, grand sportif a une alimentation plutôt correcte, je pense. Ouais. Donc, l'alimentation va jouer beaucoup en post-opératoire parce qu'il n'y a pas que les massages. L'hydratation et l'alimentation en post-opératoire est très important. Il faut le moins possible polluer son corps. Il faut être limite très carré pendant cette période-là. Après, s'il y a du kiné ou de la rééducation, il faut voir aussi le temps que ça met et combien de séances il doit faire. Et après, oui, il pourra faire un drainage pour tout relancer le système lymphatique et sanguin. Ouais. D'accord. Après, le temps, dans combien de temps, c'est plus… chaque personne est tellement différente que c'est compliqué à dire vraiment. Il faut vraiment qu'il voit, lui, comment il se sent, comment le kiné, lui, le sent s'il y a de la rééducation. Et après, oui, il peut venir, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de souci. On mettra, Sylvie, justement, si tu nous le permets, un lien pour pouvoir justement revenir vers toi si on n'aura pas le temps d'aborder effectivement toutes les questions ce soir. Et puis, il y a plein effectivement de sujets qui vont germer, j'imagine, dans la tête des personnes qui nous suivent. J'ai vu qu'on était assez nombreux là ce soir, donc c'est intéressant. Donc, on va se permettre de mettre un lien pour prendre contact avec toi, Sylvie. Avec plaisir. On mettra ton site internet et tout ça. Et puis voilà. Oui, et puis après, il faut vraiment garder en tête que là, c'était vraiment très général. Chaque consultation et chaque personne est différente. J'ai pas un protocole pour tout le monde. C'est vraiment chaque personne dans son entièreté. Là, c'était vraiment des réponses très générales, mais chaque personne qui me consulte, c'est personnalisé. Je voulais vraiment revenir là-dessus. Exactement. Surtout, voilà, n'hésitez pas à… Vous avez le lien là de Sylvie qui est en train d'apparaître. N'hésitez pas effectivement à aller sur son site internet, à aller vous abonner à son Instagram parce que vous verrez qu'il y a… Moi, ça m'a frappé, effectivement. Je me suis posé la question s'il n'y avait pas de la retouche Photoshop. Non, même pas. Alors là, promis, vraiment promis, aucune retouche. Vraiment, non, mais… Promis. et également, donc, top. Et donc, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, partager l'info. On va continuer. On voit qu'il y a une demande, effectivement, à poursuivre ce genre de format. Un mercredi sur 2, on le fait. Les prochains… format, ce sera, on a quelqu'un qui a créé une application mobile qui aide les gens à arrêter de fumer. On a également un sophrologue également dans les tiroirs. On a plein de thématiques qui devraient arriver d'ici la fin de Noël. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne et à la page Facebook de Sioux. Alors, vous savez que Sioux, c'est une assurance santé qui veut justement changer les habitudes, défendre le pouvoir d'achat des assurés, leur offrir autre chose que des prix avec des garanties qui sont plafonnées et ainsi de suite. On bouscule le code de l'assurance. Voilà, donc on y va et on le fera avec vous. Et donc voilà, restez connectés. Merci en tout cas Sylvie pour cet échange. Merci à vous. On s'était promis 1 heure. Il est 1h10. Parfait. Donc, on est dans le timing. Merci Sylvie. Super. À toi. Merci à vous. À très vite. Merci. Au revoir. Pourquoi payer votre mutuelle au prix fort alors que vous êtes rarement malade? Depuis une dizaine d'années, de plus en plus d'assurés viennent me voir et me disent « Jérôme, quand je fais le calcul de ce que me coûte ma mutuelle et de ce qu'elle me rembourse, sincèrement, j'ai le sentiment de perdre de l'argent. Ce sentiment est-il justifié? La réponse est oui. Le prix des mutuelles a augmenté de 47% en 10 ans alors que les garanties n'ont cessé de diminuer avec le temps. Résultat, avec un peu de lucidité, on se rend vite compte qu'il est de moins en moins rentable de continuer à s'assurer comme on le faisait auparavant. Comment faire pour se sortir de ce piège? Nous avons créé une révolution dans le monde de l'assurance en créant l'assurance Sioux. Sioux, c'est la première assurance santé en France qui rembourse jusqu'à 40% des cotisations d'assurance à ses assurés quand ils n'ont pas ou peu été malades en l'année. Comment ça fonctionne?
fonctionne. Le contrat d'assurance santé Sioux est composé de 2 compartiments. Une assurance santé qui couvre tous les risques liés à l'hospitalisation, dépassement d'honoraires, chambre particulière, les frais de séjour. Une cagnotte qui sert de réserve de sécurité pour les dépenses du quotidien. Médecin, dents, lunettes, médecine naturelle. Chaque mois, et pour le même prix qu'un assureur traditionnel, une partie des cotisations d'assurance sert à payer les mutuelles et l'autre partie est déposée sur la cagnotte. À la fin de l'année, si le montant de la cagnotte est positif et que l'assuré n'a pas ou peu été malade, nous lui remboursons sur son compte en banque le montant de sa cagnotte. On paye ainsi pour ce que l'on consomme et pas 1 euro de plus. C'est malin, intelligent et plus économique. Je m'appelle Jérôme Estevez et je suis le CEO et le fondateur de Sioux. Sioux, c'est l'assurance santé qui défend le pouvoir d'achat de ses assurés. Si vous aussi vous avez le sentiment de payer vos assurances au prix fort alors que vous êtes rarement malade, rejoignez la communauté Sioux.